L'influence américaine dans le monde est un phénomène majeur qui s'est intensifié au fil du XXe siècle et continue de marquer la société contemporaine. À travers sa puissance économique, sa domination culturelle et son rôle politique international, les États-Unis exercent une influence considérable sur de nombreux pays. Mais comment fait-elle? Comment cela s'illustre? Et quelles sont les régions du monde les plus touchées? Eh bien, c'est ce qu'on vous propose de découvrir aujourd'hui. C'est parti! Premièrement, l'influence américaine se voit avec l'OTAN, notamment en Europe. Avant cela, l'influence américaine en Europe s'était intensifiée après la Seconde Guerre mondiale. Dès 1945, les États-Unis ont joué un rôle majeur dans la reconstruction du continent, notamment grâce au plan Marshall, un programme d'aide économique destiné à relancer les économies européennes dévastées. Cette aide financière a non seulement permis de stabiliser l'Europe, mais aussi de renforcer les liens politiques et commerciaux entre les deux rives de l'Atlantique, plaçant ainsi les États-Unis en position de force. Vient ensuite la création de l'OTAN, créée en 1949. Cette alliance a placé les États-Unis au cœur du dispositif sécuritaire européen, leur permettant d'exercer une forte influence sur les choix stratégiques du continent. Pendant la guerre froide, cette présence militaire renforcée visait à contenir l'expansion soviétique, mais elle a aussi contribué à l'enracinement du modèle américain en Europe. Les États-Unis, en tant que puissance dominante au sein de l'OTAN, ont largement influencé sa structure, ses décisions stratégiques et son orientation politique. Grâce à leur supériorité militaire et à leur investissement massif dans la défense collective, les États-Unis ont ainsi renforcé leur position de leader international, consolidant ainsi leur influence sur les pays membres de l'Alliance. Cette domination américaine s'est traduite par une forte dépendance sécuritaire de nombreux États envers Washington. En échange de cette protection, les États-Unis ont souvent orienté les politiques étrangères de leurs alliés, favorisant leurs propres intérêts stratégiques. Par exemple, les interventions militaires menées sous l'égide de l'OTAN, comme celle au Kosovo en 1999 ou en Afghanistan après les attentats du 11 septembre 2001, ont illustré la capacité des États-Unis à mobiliser leurs partenaires autour de leurs objectifs géopolitiques. Cependant, la dépendance des alliés aux États-Unis n'est pas toujours bien vue par les membres de l'OTAN, notamment par les Européens. Cela montre la fragilité européenne au niveau militaire, qui est obligée de compter sur Washington pour sa défense. D'ailleurs, cela s'est vu au début de l'année 2025. Le 28 février 2025, à la Maison-Blanche, lors d'une rencontre entre Kiev et Washington, censée porter sur un accord concernant les ressources minières ukrainiennes et les perspectives de paix avec la Russie, les échanges ont rapidement dégénéré en un affrontement verbal devant les caméras. Trump, accompagné de son vice-président J.D. Vance, a critiqué Zelensky, l'accusant de ne pas être suffisamment reconnaissant envers les États-Unis pour leur soutien militaire massif face à la Russie. Cette altercation a mis en lumière les tensions sous-jacentes. L'administration Trump, cherchant à réduire les engagements américains à l'étranger, a insisté pour que l'Ukraine fasse des concessions à la Russie afin de mettre fin rapidement au conflit. Zelensky, de son côté, a exprimé des doutes quant à la fiabilité de la Russie pour respecter un éventuel accord de paix sans garantie de sécurité solide. La réunion s'est terminée brusquement, sans qu'aucun accord ne soit signé, et Trump a demandé à Zelensky de quitter la Maison-Blanche. Les répercussions de cet incident ont été immédiates. Peu après, plusieurs pays européens, dont la France, ont décidé d'augmenter considérablement leur budget de défense. Par exemple, le ministre des Armées français, Sébastien Lecornu, a annoncé que la France allait porter son budget de la défense à 90 milliards d'euros par an. De plus, de nombreux pays de l'Union européenne et de l'OTAN, comme la France et le Royaume-Uni, ont déjà commencé à réfléchir à une coalition de pays pour offrir des garanties de sécurité à l'Ukraine. Enfin, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen,
a présenté un grand plan devant aider les États membres à investir massivement dans leur défense. Ainsi, l'Union européenne a dévoilé un plan de 800 milliards d'euros, dont 150 milliards sous forme de prêts, pour renforcer la sécurité du continent. En effet, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne ont donné un premier feu vert au grand plan nommé Réarmer l'Europe. Il faut également savoir que quelques mois plus tôt, Trump avait exprimé des critiques sévères à l'égard de l'OTAN, notamment en remettant en question l'engagement des États-Unis à défendre ses alliés en cas d'attaque. Ce qui a crispé les autres membres de l'Alliance. Il a également insisté pour que les membres augmentent leurs dépenses militaires, ce qui a suscité des inquiétudes parmi les alliés européens. En effet, Trump a critiqué l'OTAN pour ce qu'il considère comme une répartition inéquitable des charges, affirmant que les États-Unis supportent une part disproportionnée des coûts de défense de l'Alliance. Il a même évoqué la possibilité de retirer les États-Unis de l'OTAN si les autres membres ne contribuaient pas davantage. Mais les pays européens ne sont pas les seuls membres de l'OTAN inquiets par l'influence américaine. On le voit également avec le Canada. Il faut savoir qu'il y a toujours eu une forte interdépendance entre les deux pays. D'ailleurs, les États-Unis demeurent le principal partenaire commercial du Canada. Mais ces derniers mois, les relations entre les deux pays ont pris un nouveau tournant. En décembre 2024, Donald Trump a évoqué la possibilité de faire du Canada le 51e État d'Amérique. Il explique. Beaucoup de Canadiens veulent que le Canada devienne le 51e État. Ils économiseraient massivement sur les impôts et la protection militaire. Je pense que c'est une excellente idée. Pourtant, en décembre 2024, un sondage de la firme Léger montrait que seulement 13% des Canadiens seraient prêts à accepter l'idée de se joindre aux États-Unis. Avant la démission de Justin Trudeau, Premier ministre canadien, Donald Trump parlait de lui en le déclarant gouverneur et non Premier ministre. Il faut savoir que les États-Unis comptent 50 États, chacun dirigé par un gouverneur qui sert de chef exécutif de l'État. Il ne faut pas non plus oublier que le Canada traverse actuellement une crise politique majeure. Le Premier ministre Justin Trudeau a annoncé sa démission après près de 10 ans au pouvoir. Cette décision intervient dans un contexte de mécontentement croissant au sein de son propre parti et de la population en raison de la forte inflation, de la crise du logement et des défaillances des services publics. La démission surprise de la vice-première ministre Chrystia Freeland, en désaccord avec Trudeau sur la gestion des tensions économiques avec les États-Unis, a également contribué à cette instabilité. De plus, les récentes déclarations de Donald Trump promettant d'imposer des droits de douane de 25% sur le Canada et le Mexique ont aggravé la situation. Mais pourquoi Donald Trump tient-il de tels propos ? Eh bien, il faut savoir que 75% des exportations canadiennes vont aux États-Unis, ce qui engendre une réelle dépendance alors que le pays vend de nombreuses choses, allant du pétrole en passant par le gaz naturel, mais aussi des produits manufacturés, des minerais ou encore des terres rares. Ainsi, de nombreux experts s'inquiètent, non pas d'une guerre à proprement parler, mais d'une guerre économique. À la RTBF, Louis Blouin, chef de bureau parlementaire à Ottawa pour Radio-Canada, explique. Nos sources au sein du gouvernement canadien nous disent que c'est une tactique de négociation. Ces boutades sur le 51e État sont là pour essayer de déstabiliser le partenaire canadien. Ce n'est pas nouveau. C'est la méthode Trump. Essayer de faire peur, déstabiliser l'adversaire avant la négociation qui s'en vient. Mais le gouvernement canadien prend cette menace économique au sérieux. Et d'ailleurs, il prépare une riposte avec une liste de produits américains qui pourraient faire l'objet d'une tarification plus élevée. On peut ensuite parler de l'Asie. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont renforcé leur présence en Asie, notamment pour contrer l'influence communiste dans le contexte de la guerre froide. Cette stratégie s'est traduite par des alliances militaires solides avec des pays clés comme le Japon, la Corée du Sud et les Philippines, où les États-Unis ont établi des bases militaires stratégiques. Cette présence leur a permis de peser fortement sur les décisions politiques et sécuritaires de ces États, mais cela créait des tensions, notamment avec la Chine et la Corée du Nord. Concernant la Chine,
on le voit surtout en mer de Chine méridionale, qui est située entre plusieurs pays, à savoir la Chine, Taïwan, la Malaisie, Singapour, le Vietnam, les Philippines, le Brunei et l'Indonésie. Il faut savoir qu'elle est d'une grande importance stratégique et économique. En effet, elle est le principal lien maritime entre les océans Pacifique et Indien, ce qui lui confère une énorme valeur commerciale. Ces voies maritimes relient donc l'Asie de l'Est à l'Europe et au Moyen-Orient. Ainsi, un tiers du trafic commercial mondial y est concentré et plusieurs milliers de milliards de dollars de marchandises y transitent chaque année. Le problème est que la possession de cette mer et de ces îlots font l'objet de revendications de souveraineté concurrentes par les nations limitrophes. Par exemple, en 2012, la Chine prend le contrôle de l'atoll de Scarborough, qui est revendiqué par les Philippines. Cela a suscité l'inquiétude des pays riverains et des États-Unis, qui ont renforcé leur présence militaire dans la région. Par la suite, Pékin et Manille se sont enfoncés dans une grave crise diplomatique autour du banc Second Thomas, qui est entre les mains des Philippines. Depuis, Washington a répété à maintes reprises soutenir les Philippines et être prêt à les aider militairement. Il ne faut pas non plus oublier que la réélection de Donald Trump pourrait marquer un tournant dans les relations entre les États-Unis et la Chine. Pour rappel, lors de son premier mandat, Trump avait imposé des barrières douanières sévères sur les produits chinois, déclenchant une guerre commerciale. Pour les États-Unis, l'objectif était de réduire le déficit commercial avec la Chine, mais cela n'a pas été entièrement atteint. En revanche, les entreprises américaines ont dû faire face à des coûts plus élevés pour les matières premières et les composants importés, ce qui a parfois conduit à des pertes de compétitivité. Du côté chinois, la guerre commerciale a contribué à un ralentissement économique, avec une baisse des exportations et des investissements manufacturiers. La Chine a également riposté en imposant ses propres tarifs sur les produits américains, ce qui a affecté les exportateurs américains. Malgré des résultats peu satisfaisants lors de son premier mandat à ce sujet, le président a promis de durcir encore plus ses mesures. Il prévoit notamment d'imposer des droits de douane élevés, jusqu'à 60% sur les produits chinois et de 10 à 20% sur toutes les autres importations américaines. Concernant la Corée du Nord, en 2017, les tensions atteignent des sommets lorsque Kim Jong-un et Donald Trump échangent des menaces. Pyongyang effectue plusieurs tests de missiles balistiques intercontinentaux, aussi appelés ICBM, affirmant être capable de frapper le territoire américain. En réponse, Donald Trump a menacé de déchaîner le feu et la fureur contre la Corée du Nord. Cependant, en 2018 et 2019, les choses changent. Il y a tout d'abord la restauration de la ligne téléphonique Séoul-Pyongyang et la suspension des essais nucléaires et de missiles par la Corée du Nord. Mais aussi des sommets historiques ont eu lieu entre Kim Jong-un et Donald Trump, marquant une tentative de désescalade. Tous ces événements sont historiques. Par exemple, la réactivation de la ligne de communication, qui avait été coupée plusieurs fois au fil des années, symbolise une volonté de réconciliation entre les deux Corées. Cela a permis de faciliter les échanges et de réduire les risques d'incidents militaires accidentels. La suspension des essais nucléaires et de missiles par la Corée du Nord, quant à elle, a marqué une pause significative dans les provocations militaires de la part de Pyongyang, ouvrant la voie à des discussions plus constructives sur la dénucléarisation et la paix régionale. Enfin, les sommets de Singapour en 2018 et de Hanoï en 2019 ont été les premières rencontres directes entre un dirigeant nord-coréen et un président américain en exercice. Ces rencontres ont marqué un tournant dans les relations entre les deux pays, même si les résultats concrets ont été mitigés. Mais malgré des déclarations optimistes, aucun accord concret n'est signé, et les discussions s'effondrent rapidement. Cela est dû au manque de confiance, mais aussi parce que la Corée du Nord a demandé que les États-Unis retirent leurs sanctions économiques avant toute discussion sérieuse sur la dénucléarisation. Les États-Unis, quant à eux, voulaient que Pyongyang prenne des mesures concrètes pour démilitariser le pays avant toute levée des sanctions. Cela montre l'important rôle des États-Unis dans la région, ainsi que son influence dans les relations entre les deux Corées. Depuis, les relations restent tendues,
L'administration Biden a opté pour une approche plus discrète, en insistant sur une dénucléarisation complète avant toute levée des sanctions. Elle renforce son alliance avec la Corée du Sud et le Japon. La Corée du Nord, de son côté, continue ses essais militaires, y compris de missiles hypersoniques. Par exemple, en février 2023, le missile balistique intercontinental Hwasong-18 de la Corée du Nord a été présenté pour la première fois lors d'un défilé militaire à Pyongyang. Son premier tir d'essai a eu lieu le 13 avril 2023. Il est réputé pour être capable d'atteindre les États-Unis. Ce lancement a suscité de vives condamnations internationales, notamment de la part de Washington et du Japon, qui considèrent ces tirs comme une menace pour la paix et la stabilité dans la région. La Corée du Nord a déclaré que ce développement faisait partie intégrante du renforcement de ses capacités de dissuasion nucléaire. Mais est-ce que les choses pourraient changer avec Trump? Pendant sa campagne de 2024, Donald Trump a exprimé son intention de reprendre les discussions avec Kim Jong-un. Il a souligné son désir de poursuivre la diplomatie qu'il avait entamée lors de son premier mandat, malgré les critiques sur l'absence de résultats concrets. Cependant, la situation reste tendue, car la Corée du Nord multiplie les essais balistiques. De plus, d'autres acteurs entrent en jeu. Par exemple, la Chine joue un rôle crucial en tant qu'allié de la Corée du Nord et en tant que puissance régionale. Les relations entre la Chine et les États-Unis peuvent donc également affecter les discussions entre Washington et Pyongyang. La Russie joue également un rôle important dans les relations internationales de la Corée du Nord. Il faut savoir qu'en juin 2024, la Russie et la Corée du Nord ont signé un accord de défense mutuelle, ce qui renforce leur coopération militaire. En échange de cette aide militaire, la Corée du Nord a envoyé environ 12 000 soldats pour soutenir les forces russes en Ukraine. De plus, sur le plan économique, les États-Unis ont joué un rôle majeur dans le développement de plusieurs économies asiatiques. Comme on le voit, des pays comme le Japon et la Corée du Sud ont bénéficié d'un fort soutien américain pour se reconstruire et moderniser leurs industries après les conflits du XXe siècle. Cette influence s'est poursuivie avec la montée en puissance de la Chine, face à laquelle les États-Unis ont adopté une politique économique de rivalité et de coopération. Le modèle capitaliste américain a également inspiré plusieurs économies asiatiques, contribuant à la croissance fulgurante de la région. Un autre pays dont on doit parler est la Russie. Surtout qu'on se demande si l'influence américaine pourrait avoir un impact sur les relations entre Pékin et Moscou. Pour rappel, les deux pays sont très proches. Par exemple, en 2022, après l'invasion russe de l'Ukraine, la Chine adopte une position ambiguë. En effet, officiellement, Pékin maintient une posture de neutralité, appelant au respect de l'intégrité territoriale de tous les pays, y compris l'Ukraine, tout en évitant de condamner directement les actions de Moscou. Cette approche reflète les intérêts stratégiques et économiques de la Chine, qui cherche à préserver ses relations avec la Russie, tout en évitant de s'aliéner les puissances occidentales. Sur le côté, la Chine a renforcé sa coopération économique avec la Russie, notamment dans les domaines de l'énergie et du commerce, profitant des sanctions occidentales pour obtenir des conditions avantageuses. D'ailleurs, depuis l'invasion de l'Ukraine, la Chine est devenue le premier partenaire économique de la Russie. C'est Pékin qui aide Moscou à financer son effort de guerre en lui achetant son pétrole. Cependant, elle reste prudente sur le plan militaire, évitant de fournir un soutien direct qui pourrait entraîner des sanctions internationales. Sur la scène diplomatique, Pékin a souvent repris des arguments russes, tout en appelant à des négociations de paix et en se positionnant comme un médiateur potentiel. Mais comme dit précédemment, de nombreux défis se trouvent sur la route des relations sino-russes en 2025. En effet, le récent rapprochement entre Donald Trump et Vladimir Poutine a suscité de vives réactions sur la scène internationale. Lors d'un appel téléphonique en mars 2025, les deux dirigeants ont convenu d'une trêve limitée en Ukraine, ciblant spécifiquement les infrastructures énergétiques. Cette initiative, bien que saluée par certains comme un pas vers la paix, a été accueillie avec méfiance par d'autres,
notamment en Ukraine, où les intentions de la Russie restent perçues comme ambiguës. Ainsi, certains se demandent aussi si cela pourrait affaiblir l'amitié entre Pékin et Moscou, sachant que la Chine, elle, doit faire face à l'intensification des tensions commerciales par Donald Trump. En fait, Donald Trump envisage une alliance inédite avec la Russie dans le but d'isoler la Chine. Comparé à la politique de Biden concernant Moscou, Trump fait donc un virage à 180 degrés. Il faut savoir que sous l'administration Biden, les relations entre les États-Unis et la Russie ont été marquées par des tensions accrues, notamment en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. Biden a imposé des sanctions économiques sévères contre Moscou, gelant des avoirs russes, limitant les échanges commerciaux et isolant la Russie sur la scène internationale. Ces mesures visaient à affaiblir l'économie russe et à soutenir l'Ukraine dans sa défense contre l'agression. Pourtant, aujourd'hui, les relations commerciales entre les deux pays pourraient même reprendre. Il s'agit d'un des chapitres de négociations qui s'est ouvert à Riyad, en Arabie Saoudite. Ainsi, les Russes voudraient que les compagnies pétrolières et gazières américaines reviennent chez eux et développent l'exploitation des hydrocarbures. Mais comme dit précédemment, même si Trump pourrait être intéressé par les matières premières russes, son objectif principal est de briser l'alliance entre la Chine et la Russie. En fait, un refroidissement des relations sino-russes permettrait de ralentir l'avance chinoise sur le plan militaire et technologique, ce qui permettrait à Washington de conserver une suprématie relative. Du côté de la Russie, elle souhaite se dégager de la protection chinoise, qui commence à être un peu lourde. L'influence américaine en Afrique est plus récente et plus discrète que dans d'autres régions du monde, mais elle s'est développée progressivement à travers des actions économiques, diplomatiques et culturelles. Après la Seconde Guerre mondiale et durant la guerre froide, les États-Unis ont surtout cherché à contrer l'influence soviétique sur le continent, soutenant certains régimes ou mouvements politiques favorables à leurs intérêts. Toutefois, cette stratégie est restée en retrait par rapport à l'Europe, qui conservait alors des liens coloniaux forts avec l'Afrique. Sur le plan économique, les États-Unis ont investi dans les ressources naturelles africaines, notamment dans les secteurs pétroliers et miniers. Le continent représente aussi un marché en pleine croissance, ce qui pousse les entreprises américaines à s'y implanter progressivement. D'un point de vue militaire, les États-Unis ont renforcé leur présence en Afrique dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, notamment en mettant en place l'AFRICOM, la United States Africa Command, en 2007. Cette structure coordonne les opérations militaires américaines sur le continent en coopération avec les armées locales, notamment dans les régions du Sahel et de la Corne de l'Afrique. Néanmoins, cette influence américaine reste parfois limitée face à la montée en puissance de la Chine, qui s'impose aujourd'hui comme un acteur économique majeur en Afrique grâce à ses investissements massifs dans les infrastructures. Aujourd'hui, on retrouve cette présence américaine notamment à Djibouti, autour du camp Lemonnier, une base militaire stratégique située dans la capitale. Cette base est la seule installation permanente des États-Unis en Afrique et joue un rôle clé dans les opérations militaires et de sécurité dans la région. Le camp Lemonnier accueille environ 5000 militaires et contractuels et sert de hub pour des missions de lutte contre le terrorisme, notamment contre des groupes comme Al-Shabaab en Somalie et Aqpa au Yémen. Les drones MQ-9 Reaper y sont utilisés pour des missions de surveillance et de reconnaissance. On peut aussi parler de la présence américaine au Sahel. Elle est principalement axée sur le soutien logistique, le renseignement et la lutte contre le terrorisme. Les États-Unis jouent un rôle crucial dans les opérations comme Barkhane, menées par la France en fournissant des capacités de ravitaillement, de transport et de surveillance par drone. Une base importante pour leurs opérations est située à Agadez, au Niger. Cependant, cette présence est parfois critiquée localement, certains estimant qu'elle n'a pas démontré une efficacité suffisante contre les groupes armés. On voit aussi sur le continent africain le rapprochement entre les États-Unis et le Maroc, qui s'est intensifié ces dernières années, notamment grâce à des enjeux géopolitiques et sécuritaires. Le Maroc est devenu l'un des alliés les plus proches de Washington en Afrique du Nord, en raison de sa position stratégique entre l'Europe, l'Afrique et l'Atlantique.
Un élément clé de ce rapprochement est la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Une décision prise sous l'administration Trump en 2020 et maintenue par l'administration Biden. Cette reconnaissance a renforcé les liens diplomatiques et militaires entre les deux pays, avec des collaborations telles que l'exercice militaire African Lion et la vente récente de missiles Stinger au Maroc. Ce partenariat stratégique inclut également des échanges économiques et une coopération accrue dans le domaine de la sécurité. Le Maroc joue un rôle essentiel pour les intérêts américains dans la région, notamment en matière de lutte contre le terrorisme et de surveillance des routes commerciales. Le Royaume fait aussi partie des accords d'Abraham. Ce sont des traités de paix historiques signés en septembre 2020 entre Israël et plusieurs nations arabes, notamment les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Maroc et le Soudan. Ces accords, négociés sous l'administration de Donald Trump, visent à normaliser les relations diplomatiques et économiques entre Israël et ces pays, marquant un tournant géopolitique dans la région. Ces accords ont permis une coopération accrue dans des domaines tels que le commerce, le tourisme et la sécurité. Depuis les accords d'Abraham, les relations entre les États-Unis et le Soudan ont également connu des avancées significatives. Washington a retiré le Soudan de la liste des États soutenant le terrorisme, une décision qui a permis au pays d'accéder à des aides économiques et financières internationales. Cela permet également de parler d'Israël, l'allié le plus proche des États-Unis. Militairement, on sait que Washington est de loin le principal pourvoyeur d'Israël en armes. Entre 2017 et 2021, les États-Unis ont comblé les besoins d'armement d'Israël à hauteur de 96%, d'après les données du SIPRI, l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Entre 2011 et 2020, l'Institut révèle également qu'Israël importait des États-Unis pour 70,2% de son armement conventionnel. Ainsi, les États-Unis fournissent diverses munitions et équipements de combat, allant des munitions pour petites armes aux missiles guidés de précision, renforçant ainsi les capacités offensives et défensives des forces israéliennes. On peut aussi noter que l'État hébreu possède l'une des meilleures armées du Moyen-Orient, notamment pour l'armée de l'air du pays. Cela grâce notamment à ses F-35 de fabrication américaine, un chasseur de 5e génération, doté de capacités furtives, d'une avionique avancée et d'une intégration de capteurs. Il est donc l'un des meilleurs avions de chasse du monde. Les États-Unis jouent également un rôle majeur pour préserver Israël des attaques de missiles et drones. On peut par exemple parler du dôme de fer, un système de défense capable d'intercepter des roquettes et missiles à courte portée. Très populaire, il se pose tout de même le problème de son maintien opérationnel qui est à un prix très élevé. En effet, un seul des missiles intercepteurs coûte environ 50 000 $. À l'origine, son financement était assuré par Israël, mais en raison du coût élevé du système, le pays a dû faire appel aux États-Unis. Un rapport du service de recherche du Congrès américain indique que les États-Unis ont ainsi contribué pour près de 3 milliards de dollars à l'entretien du dôme de fer. Washington fournit également des véhicules blindés comme les chars Abrams M1A2 et des véhicules de transport, augmentant la mobilité et la protection des forces terrestres israéliennes. De plus, le pays offre un soutien logistique important et des programmes de formation pour les soldats israéliens, leur permettant de maîtriser l'utilisation des technologies militaires américaines et de maintenir une haute disponibilité opérationnelle. Du côté financier, en avril 2024, le Sénat américain a approuvé une aide de 13 milliards de dollars d'assistance militaire à Israël. Puis, en novembre 2024, une vente d'armes de 680 millions de dollars. Enfin, on peut parler de l'Arabie saoudite. Le partenariat entre l'Arabie saoudite et les États-Unis repose historiquement sur un échange stratégique, le pétrole contre la sécurité. L'Arabie saoudite, avec ses vastes réserves pétrolières, a longtemps été un fournisseur clé d'énergie pour les États-Unis. En échange, Washington a garanti la sécurité du royaume, fournissant des armes, une formation militaire et une protection face aux menaces régionales. Mais cette relation n'est pas visible seulement d'un point de vue militaire. Il y a aussi dans le domaine de la technologie, par exemple. Sous la direction de Mohammed Ben Salman,
le pays a entrepris des réformes ambitieuses dans le cadre de Vision 2030, un plan de développement économique et social visant à diversifier son économie et à réduire sa dépendance au pétrole. Ces initiatives ont ouvert de nouvelles opportunités de coopération économique avec les États-Unis, notamment dans les domaines de la technologie, des énergies renouvelables et des infrastructures. Il est donc clair que l'influence américaine s'impose comme un vecteur majeur de la mondialisation, apportant innovation et échanges militaires, mais aussi des controverses. Si cette influence a contribué à façonner notre monde moderne, elle incite également les nations à réfléchir à la préservation de leur indépendance et à l'équilibre des rapports internationaux. L'enjeu reste donc de trouver un juste milieu entre ouverture au modèle américain et valorisation des spécificités locales.